Bonjour et bienvenue sur Info 83. L'actualité, oh, on essaye, hein, c'est pas l'actualité, c'est l'information, plus exactement, de la région toulonnaise, du département du Var de façon plus générale. L'agglomération toulonnaise qui fait à peu près 500 000 habitants, 480 000. C'est pas très grand, hein, finalement. Et donc on a la chance d'avoir des personnalités qui reviennent souvent ici à l'antenne, qui pour de l'immobilier, qui pour des associations services, qui pour des livres également. Et c'est le cas de Mehdi Viardot, Ah oui. qu'on a un plaisir absolu à recevoir à chaque fois. Ah bah, Mehdi, plaisir tu partagé, es le merci à vous. bienvenu à chaque fois que tu viens ici sur Info 83. On va finir par te connaître Ah partout. bah, Est-ce que tu es reconnu dans la rue? Non, pas encore. Si? non, 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 mais c'est bien comme ça Oh aussi. non, regardez bien ce visage. Alors, Mehdi Viardot, je le disais, agence immobilière, ça c'est ton métier. Tu Absolument, es président également du Rotary, club de la Seine-Saint-Mandrier. absolument, Voilà, tout c'est à fait. ça. Donc, tu interviens sur beaucoup de situations. Tu es très présent et tu trouves le temps quand même d'écrire des livres. Ah bah, quand on est passionné, on trouve toujours le temps. Voilà. C'est plus de la passion, ça, hein, Oh, si, si. c'est du staccanovisme. Mehdi Viardot, donc, qui est présent pour nous parler des carnets judiciaires. Alors là, c'est le quatrième opus, Lutèce. On va expliquer ce qu'est. Alors, il y a eu un, 2, 3. On t'a reçu pour le un, le 2. Le 3, on ne l'a pas vu. Ah, le 3 qui Tu est devais sur être... l'île de Beauté, sur la Corse, et d'accord. le 4 qui, du coup, est sur Paris. Voilà, donc publié par Livre en Scène. C'est ça, bah, un éditeur local, hein, que bah, j'en profite pour le saluer, hein. Et donc, effectivement, bah, c'est la série des carnets judiciaires. C'est vrai qu'au début, il y avait un seul opus qui était bah, sur le sud, hein, entre Toulon, Marseille et Nice. Mhm. Et donc, ça traite évidemment du grand banditisme, on va dire, en quelque sorte son apogée du grand banditisme en France, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin des années 90, début 2000. Donc, un milieu traditionnel qui a inspiré, moi ça reste très modeste, hein, quoi, un petit ouvrage, Alors, mais ça a inspiré les cinéastes, ça a ce- inspiré beaucoup de gens. bien évidemment, bien évidemment. Alors, L'homme qui vendit la Tour Eiffel, par exemple, est-ce que ça a un rapport avec l'actualité, la tragédie des Z, avec la politique? Non, pas du Alors tout. non, non, Z non, comme... ce sont des homonymes, c'est les d'accord. frères Les Zemmour, frères c'est Zemmour, ouais, pas les c'est ça. mêmes. Alors les frères Zemmour qui étaient bah, deux figures emblématiques du grand banditisme à Paris. Alors c'était deux frères, c'est les deux frères qui sont plus connus, mais ils étaient plus que ça. Mais alors le frère aîné s'est fait assassiner, enfin c'est vraiment une tragédie. Et les frères Zemmour qui ont défrayé la chronique à l'époque, avec notamment des tueries, notamment dans les cercles de jeu, pour bah, c'était les guerres pour prendre le contrôle des cercles de jeu. Et ce qu'on appelait dans le grand banditisme, ce qu'ils appelaient la blanchisseuse, puisque les cercles de jeu permettaient de blanchir Mhm. malheureusement l'argent, je dirais, illégalement gagné. Alors, ce sont des affaires criminelles, en fait, que l'on retrouve dans ces carnets judiciaires. Alors Et... absolument, c'est ça. Alors l'idée, c'était finalement moins de dépeindre un milieu du grand banditisme, parce que Mhm. ça a déjà été fait, hein. Il y a eu, on en parlait à l'instant, j'ai des cinéastes, je pense à Olivier Marchal par exemple. Lui a déjà fait plein de longs métrages sur le grand banditisme, sur la police à l'époque. Mais c'était plus finalement mon idée de mettre en avant les méthodes d'investigation des forces de l'ordre. C'est-à-dire on a coutume de mettre le projecteur sur les grands bandits, le romanesque, les tragédies, etc. Et des fois beaucoup moins sur les travailleurs de l'ombre, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les enquêteurs. les enquêteurs, les brigades de recherche, les brigades de répression du banditisme, etc. Et donc moi, c'était modestement l'occasion de leur rendre hommage en parlant effectivement de ces grandes affaires, mais en montrant aussi les méthodes d'investigation qui ont permis de démanteler de grands réseaux ou de grands bandits. Les Comment sont arrivés. sélectionnées ces affaires? Tu les sélectionnes comment? Alors, ben, je dirais, bon, le premier filtre, c'est comment dire, c'est mon goût. Donc souvent, c'est des affaires qui m'ont marqué. Alors moi, je suis trop jeune, j'ai pas connu moi ce milieu-là. Je suis né en 1994. Moi, j'ai pas connu. J'ai connu plus la fin, en quelque sorte, de ce monde-là. Et donc souvent, ben, c'était des affaires qui unanimement inspirent ou fascinent. Alors Mhm. je dis pas fascine dans le bon sens, hein, au moins ça Ça interpelle. fascine, c'est clair, ça Ça fascine. interpelle, ça suscite l'imaginaire. Et donc, bah, évidemment, il y avait des affaires qui sont incontournables. Je pense par exemple au gang des postiches. Le gang des postiches, une bande de braqueurs parisiens qui ont fait des grands braquages Qui se dans les grimaient, années d'ailleurs, 80, ouais, c'est avec ça. effectivement les Mhm. moustaches, ils avaient des déguisements, Mhm. etc. Et qui ont, bah, j'allais dire malheureusement mal fini, hein. Ça s'est soldé entre-temps par une tuerie qui avait défrayé la chronique aussi à l'époque, et qui a inspiré, bah, je parlais d'Olivier Marchal, 36 quai des Orfèvres par exemple, Mhm. avec une opération ratée. C'était inspiré de faits réels. Il y a des grandes affaires comme bah, les frères Zemmour, évidemment, à ne pas confondre encore une fois avec l'homme politique.
Mmh. journaliste, hein, c'est pas du Ni tout. avec le coiffeur d'ailleurs, parce qu'il y a un Ni coiffeur avec le coiffeur, à absolument. Nice Tu as qui raison. s'appelle Éric Zemmour. Tu as raison, Thierry, c'est pas du tout la même chose. Euh, Après, voilà, l'anecdote de l'homme qui vendit la Tour Eiffel n'est pas toujours très connue. Mais voilà, Victor Lustig, un escroc, ça, j'en doute pas qu'un jour, on aura sûrement une série ou des courts-métrages là-dessus. Alors, on a quoi? On a à peu près une dizaine, un peu moins d'une dizaine d'affaires, hein, C'est ça, toujours aux Mmh. alentours entre 8 et 10 grandes Qu'est-ce affaires. que tu relates les faits, c'est ça? Alors l'idée, c'est voilà, de ne pas avoir de parti pris. C'est vraiment très modestement comme un travail de journaliste, et c'est vraiment de rapporter les faits. Et puis c'est toujours un plaisir parce que c'est à la fois des recoupements par des coupures de presse, il y a tout un travail finalement d'enquête, entre guillemets, hein, c'est un bien grand mot. Et puis un grand plaisir aussi à rencontrer des protagonistes de l'époque, des témoins aussi de cette époque-là, alors qu'ils soient officiellement témoins ou officieux. C'est ça qui est Mmh. toujours très intéressant. Mais ça permet d'obtenir des détails, des précisions. Et puis le postulat, et je remercie encore une fois mon éditeur de m'accompagner sur cette série des carnets judiciaires. Le postulat, c'est de dire, ben, ceux qui n'ont pas connu comme moi cette époque, ben, ils découvrent. Donc on apprend des choses, on découvre une époque finalement. Et ceux qui ont connu, le public averti, ben, ils retrouvent finalement des références, ils retrouvent des adresses. L'idée, c'était d'avoir vraiment des détails précis. Tiens, c'est passé à tel endroit, en telle année. Et donc on retrouve des fois des lieux emblématiques. C'est excellent pour la culture générale, c'est 50 pages, hein, pas Oui, bah, plus, hein? l'idée, bah, comme le titre l'indique, c'est des carnets. Donc l'idée, c'était vraiment de Mmh. faire un format très court, que ça soit pas entre guillemets barbant, hein, le mot est un peu fort, mais de dire voilà, c'est court, on va à l'essentiel. On retrouve quand même pas mal de détails, on découvre des affaires des fois qu'on a oubliées ou où on dit tiens, j'avais entendu parler, mais je me rappelais pas que ça s'était passé comme ça. Mmh. Et l'idée, encore une fois, c'est de dépeindre une époque et surtout de rendre hommage aux méthodes d'investigation des forces de l'ordre. Et là, donc, c'est un lieu, c'est Lutèce, c'est Paris, c'est Et des Lutèce, affaires qui c'est Paris. Alors en plus, toujours, moi, à titre personnel, je prends toujours beaucoup de plaisir à travailler sur ce format des carnets parce que tous les milieux, finalement, sont d'une part géographiquement différents, Mmh. mais les mœurs sont différentes, les méthodes. Alors on retrouve bien évidemment les mêmes infractions graves, on retrouve des braquages, on retrouve des assassinats, on retrouve des règlements de compte. Mais on s'aperçoit que chaque milieu, c'est peut-être typique au grand banditisme français à l'époque, est différent. Donc par exemple, Paris, on a un milieu très différent avec, on va dire, Paris intramuros, qui est l'épicentre. Et finalement, ça ne se passe pas dans l'épicentre, ça se passe en banlieue. Donc on a Aubervilliers, par exemple, le Nord, la banlieue Nord, on retrouve des protagonistes comme par exemple Richard Leroy, qui est un petit peu le monsieur logistique du grand banditisme, un grand trafiquant de véhicules volés qui va développer un grand réseau, même international. On va appeler ça même la bagnole connection, pour l'anecdote. Tu disais que tu rencontrais les protagonistes, c'est Richard Leroy, non? Alors non, je ne Non. l'ai pas rencontré puisqu'il se trouve qu'il est Il décédé, est puisqu'il décédé, a été ouais. assassiné. Donc, je ne l'ai pas rencontré, mais des fois, on retrouve des gens qui ont été témoins de près ou de loin de cette époque-là, ou des fois des agents des forces de l'ordre qui ont travaillé sur ces enquêtes-là, encore une fois, de près ou de loin. Mais voilà, par exemple, c'est pas toujours très connu, la bagnole connection. Moi, je ne connaissais pas, j'ai Non, mais je connais découvert pas du ça. tout ni Richard Leroy d'ailleurs. Et donc, Sinon, j'aurais su qu'il était mort, mais bon, bah exactement, ça voilà, arrive, qui a hein, ce été sont un des grand erreurs. bandit, puis en quelque sorte le monsieur logistique, celui qui fournissait les véhicules volés, parce qu'on a toujours besoin d'un véhicule pour aller braquer une banque, on a toujours besoin d'un véhicule Ah, pour ce sont des organisations. voilà, qui avait même découvert, c'est assez incroyable, les policiers me racontaient ça, c'est assez insolite, qui avait découvert la méthode pour, je dirais, faire des faux authentiques en plaque d'immatriculation. C'est-à-dire, il avait trouvé les méthodes de la préfecture, et donc il faisait des véhicules volés qui étaient faussement authentiques, ce qui fait que les forces de l'ordre, d'ailleurs, se perdaient dans les fichiers là-dessus. Donc, c'est des anecdotes assez croustillantes. On a aussi comment dire, la banlieue sud, ce qu'on appelle les Siciliens, parce que c'est des grands aussi braqueurs qui vont innover avec vraiment des méthodes à l'arme lourde, quasi paramilitaires, qui va d'ailleurs inspirer encore une fois le 7e art. Vous avez les véhicules de la Brinks qui sont arrêtés par des hommes cagoulés, lourdement armés, avec des explosifs. Donc bah, ceux qui vont être précurseurs dans ces méthodes-là, c'est ce qu'on appelait les Siciliens, la banlieue sud. Donc on retrouve aussi des noms, j'imagine que ça va parler à un public averti, que ce soit Claude Genova, voilà, Richard Leroy, les frères Zemmour, Marcel Franchisi, le maître des jeux des cercles de jeux Haussmann ou le Grand Cercle à Paris. Mhm. Voilà, l'idée, c'est encore une fois de dépeindre une époque et surtout de montrer que, bah, d'une part, cette époque est révolue, puisqu'on ne fait plus face à la même délinquance, aussi hiérarchisée, je dirais. Mais on découvre aussi, voilà, je voyais en feuilletant Michel Ardouin, qui a été un grand complice comment s'appelle-t-il, l'ennemi public numéro 1 J'en pas. alors Jacques Non. Mérine. Ah, Jacques Mérine. Jacques Messrine, il voulait qu'on l'appelle Mérine, donc Jacques Mérine. Mais Michel Ardouin, c'est un protagoniste, un des lieutenants de Mérine, un des associés plutôt, qu'on a finalement peut-être très peu connu. C'est quelqu'un qui a touché à tout, à la French Connection, qui était surnommé porte-avions, tellement il était lourdement armé. On va même retrouver dans une perquisition, dans une de ses planques, des sarbacanes
pour dire, hein, des sarbacanes avec du poison sur les flèches qu'il mettait lui-même pour s'assurer qu'il tuait bien ses victimes. Donc c'est plein voilà, d'anecdotes comme ça qui... alors je peux le dire peut-être en exclu pour Info 83, je vous l'avais pas dit d'ailleurs en amont, mais il y a des discussions, notamment avec le comédien Moussa Mascri, qui fait Oui. partie de l'écurie d'Olivier Marchal, des discussions pour d'éventuelles adaptations en série télé. Je sais que c'est quelque chose, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le milieu associatif, qui l'intéresse beaucoup. Donc il y a des discussions avec des plateformes, etc. Sait-on jamais, peut-être que j'aurai la chance de revenir Mais vous pourquoi pas? voir avec Pourquoi pas, lui Mehdi? pour en parler. Carnet, donc, qui est préfacé celui-ci par avocate, députée même. Alors absolument, une avocate au barreau de Paris qui s'appelle Naïma Mouchou et qui en plus a fortiori est députée. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a eu l'occasion d'accès à un de ses travaux parlementaires dans le milieu carcéral. Donc elle a indirectement travaillé sur le milieu du grand banditisme. Et elle m'a fait l'honneur effectivement de préfacer cet ouvrage avec les joies de la technologie, puisqu'on n'a pas eu l'occasion, notamment avec le Covid, de se rencontrer physiquement. Et on a eu l'occasion d'échanger en visio, par téléphone, etc. Et elle m'a fait encore une fois l'honneur de cette préface. La première avocate et députée qui préface un des carnets judiciaires. Voilà. J'imagine qu'on va bien sûr lire ce volet 4 des carnets judiciaires de Mehdi Viardot, que le 5 est en préparation. Alors, il y a des idées, c'est en cours. Peut-être travailler sur les territoires ultramarins. Ça n'a jamais été fait, donc peut-être travailler sur cette délinquance-là. Moi-même, un peu comme les lecteurs, je découvre aussi, donc c'est un travail de découverte et c'est l'occasion de rencontrer encore une fois des protagonistes du bon comme du mauvais côté parfois, même si officiellement ils sont jamais du mauvais côté, ils n'étaient pas là, ils ont pas connu. Mais voilà, c'est une super expérience et je vous remercie encore une fois de m'avoir reçu pour en parler. Ah, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir. Vous pouvez lire les volets 1, les volets 2, les volets 3 et le 4 qui vient de sortir, donc les carnets judiciaires de Mehdi Viardot. Merci beaucoup, Mehdi Viardot. Merci Thierry. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.